Madame, Monsieur, bonjour. Ayrton Senna, pilote brésilien de Formule 1, 3 fois champion du monde, mais beaucoup plus. Ayrton Senna se tue alors qu'il est en tête du Grand Prix de Saint-Marin à Imola le 1er mai 1994. Un personnage hors norme, resté dans la mémoire collective, un héros irremplaçable, né pour survivre aux ravages du temps qui passe. À 72 heures du départ du Grand Prix de Saint-Marin 1994, s'amorce ce qui deviendra l'un des week-ends les plus noirs de l'histoire de la Formule 1. Les mécaniciens et ingénieurs s'affairent autour de la Williams FW16 dans les stands d'Imola. Chaque détail compte, chaque ajustement est crucial. La voiture d'Ayrton Senna, encore instable depuis le début de saison, fait l'objet d'attention particulière. Vendredi 29 avril, 13h20, première séance de qualification. À peine 20 minutes après le début de la séance, Rubens Barrichello subit un grave accident à 225 km/h dans la variante Bassa, suite à une crevaison lente. Il s'en sort indemne, mais l'incident lance un week-end tragique. Ayrton Senna donne des nouvelles de l'état de santé de Rubens Barrichello. It seems to be okay. Semble aller. Oui, ça va, il parle, il vit. Oui, je l'ai vu, il n'y a pas de problème. Il est toujours sous contrôle. C'est un grand ami à vous. Oui, évidemment, un très grand ami. Mesdames et messieurs les membres de la presse, samedi 30 avril, 13h18, deuxième séance de qualification. Roland Ratzenberger se tue au volant de sa Simetec, victime de la rupture de son aileron avant à 314 km/h dans la courbe de Villeneuve. L'impact contre le mur est mesuré à plus de 500 G. La roue avant gauche traverse le châssis, et atteint mortellement le pilote autrichien, décédant sur le coup. Il s'agit lors d'un week-end de course du premier accident mortel depuis celui de Riccardo Paletti au Grand Prix du Canada en 1982. Tout le paddock fut sous le choc. Le professeur Watkins s'est rendu compte que Senna avait été profondément affecté par la mort de Ratzenberger. Dimanche matin sur TF1, Ayrton Senna commente à bord de sa Williams FW16 en caméra embarquée et adresse un message touchant à son ancien rival, Alain Prost. Et pour commencer, un grand bonjour à notre ami Alain. Tu me manques, Alain. Le matin du 1er mai, Senna parlait de recréer l'association des pilotes, il voulait en être le leader. Oui, c'est sympa, c'est assez inattendu. Bon, là, on vient de se saluer, de se serrer la main, mais je crois que, comme on l'a dit en fin d'année, à partir du moment où on n'est plus vraiment rivaux sur la piste, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas copains, sinon amis, mais peut-être même amis dans le futur, on ne sait jamais. À 30 minutes du départ, Senna, tête nue, semblait défier le destin. Dimanche 1er mai, 14h, départ du Grand Prix. Quelques secondes après l'extinction des feux, un accident vient briser le silence tendu du départ. La Benetton de Gigi Leto reste immobile sur la grille. Derrière lui, Pedro Lamy tente de l'éviter, mais le choc est violent. Une roue s'envole, franchit la clôture de sécurité et retombe dans les tribunes. 9 spectateurs sont blessés, dont un policier. L'un d'entre eux, grièvement touché, sombre dans le coma, il survivra, mais gardera de lourdes séquelles. La course est immédiatement neutralisée sous régime de drapeau jaune pendant 5 tours. À la relance, Ayrton Senna s'élance en tête. À 14h17, au 7e tour, dans la courbe de Tamburello, sa Williams FW16 sort de la piste à 305 km/h. Il percute violemment le mur à 211 km/h. La roue avant droite et un bras de suspension touchent violemment son casque.
Inconscient, Senna est immédiatement pris en charge par le professeur Sid Watkins et les secours présents sur place. À 14h37, Senna est transféré à l'hôpital de Bologne. Le diagnostic est sans appel, lésion cérébrale irréversible. Gerhard Berger fonce vers la direction de course pour demander l'arrêt de l'épreuve. Après 40 minutes d'interruption causée par le dramatique accident de Senna, le second départ est finalement donné. Gerhard Berger abandonne, bouleversé par la perte de Ratzenberger et Senna. À 10 tours de l'arrivée, Michele Alboreto percute 5 mécaniciens, dont 3 blessés sérieusement. La Formule 1 devait se livrer à un véritable examen de conscience, déclarait Jean-Claude Dacier, directeur des opérations de TF1. C'est un week-end que j'aimerais oublier, à cause de l'accident dont a été victime Rubens, celui de Roland hier, d'Ayrton aujourd'hui, et de ces gens dans la voie des stands. C'est une course que j'aimerais oublier assez rapidement. Oui, effectivement, c'est pas un week-end facile pour la Formule 1, mais bon, c'est malheureusement c'est les concours de circonstances qui se sont additionnés les uns les autres qui font qu'effectivement c'est un week-end de trop. Et ma foi, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à revoir et que les gens les reverront dans le bon sens. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de gens qui disent que les voitures sont trop dangereuses ou bien que la piste d'Imola est trop dangereuse aussi. Qu'est-ce que vous en pensez puisque vous étiez sur la piste et dans les voitures? Vous savez, on peut toujours tout remettre en cause quand il y a des phénomènes comme celui-ci qui se passent, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que les Formule 1, l'année dernière, elles étaient très aidées par des tas de systèmes sophistiqués d'aide au pilotage qui étaient nécessaires par rapport aux performances des voitures. Aujourd'hui, ces aides ont disparu et les voitures sont devenues encore plus performantes. Et je crois qu'aujourd'hui, il est très difficile de maîtriser les Formule 1 modernes et on a surtout peu de temps pour rattraper le moindre incident et c'est pour ça que ça se finit souvent un petit peu dramatiquement. Peu importe, ici une crevaison, une suspension. Beaucoup de questions qu'on peut se poser et qu'on se pose de toute façon sur les voitures actuelles, qu'on s'est posées depuis longtemps. Une remise en question, une prise de conscience absolument indispensable pour l'avenir. En ce qui concerne les règlements techniques, de toute façon, certains diront que de toute façon ces incidents sont inhérents à la compétition et comme c'est des casses mécaniques, ça peut arriver même avec n'importe quel type de voiture. Mais est-ce que ces casses ou ces problèmes ne sont pas dus justement à une succession d'améliorations en fonction des règlements qui changent sans arrêt? Les rivaux et même plus que rivaux à un certain moment, mais tout était bien terminé et aujourd'hui, il m'avait fait un message vraiment qui était très très sympathique. Et pour commencer, un grand bonjour à notre ami Alain. Tu me manques, Alain. Il lui serrait la main avant le début de la course. Je veux dire que c'est rival ou pas rival, je peux vous dire que c'est quand même quelqu'un qui faisait le même métier que moi et qui a vécu complètement à 100% pour sa passion, si ce n'est à 110%, alors que moi je peux vous dire que j'ai vécu que 95-98%, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait, il était capable de prendre tous les risques pour réussir. Ayrton Senna est mort à 18h40 des suites de ses blessures. Le journal de Jean-Pierre Tison. La mort d'Ayrton Senna à 34 ans sur le circuit d'Imola. Il est mort, il s'est éteint il y a quelques instants à Bologne et la nouvelle est officielle. Jean-Michel Rascol. Oui, triple champion du monde, 41 victoires en Grand Prix. J'imagine, Luc Auger, qu'à Imola, la nouvelle fait beaucoup de mal à tout le monde, c'est-à-dire tous les gens qui suivent et qui aiment la Formule 1. Oui, tout le monde ici est anéanti et malheureusement cette nouvelle était attendue d'une minute à l'autre, mais il y a un enchaînement incroyable de fatalités s'est abattu aujourd'hui sur Imola. Il n'y a pas que la fatalité, il y a aussi des mesures à prendre sur le circuit d'Imola, sur les voitures de Formule 1. Nous avons avec nous Jacques Lafitte qui a bien voulu répondre au téléphone à notre appel. Merci Jacques Lafitte d'être avec nous. Jacques, est-ce que ce qui est arrivé cet après-midi était inévitable? Oui, tout d'abord je voudrais saluer le grand courage et le talent de Ayrton Senna qui malheureusement a succombé à ses blessures. Et c'est vrai que c'était un très très grand champion. Et je crois qu'aujourd'hui, le sport automobile est en deuil d'un de ses plus grands champions. Et franchement, je suis très triste. On vient de vivre un week-end épouvantable. On a bien vu que l'accident de Senna était très grave. C'était pas compliqué, il le savait.
Les causes de l'accident ne furent jamais véritablement élucidées. 10 ans d'enquête et de procédure pour aboutir à la conclusion. Rupture de la colonne de direction de la Williams qui avait tapé le mur de Tamburello dans un angle très défavorable. Un triangle de suspension brisé lui a transpercé le visage comme une lame de couteau au niveau de l'arcade sourcilière droite. La colonne de direction avait été modifiée à la demande de Senna pour une meilleure installation dans le cockpit, mais ça avait été fait avant le début de la saison. Le professeur Sid Watkins, responsable de la commission médicale en F1 et proche de Senna, malgré la grande différence d'âge, nous racontera plus tard qu'en enlevant le casque du pilote brésilien, il a découvert un Senna les yeux fermés dans le coma. En soulevant les paupières pour ausculter les pupilles, il s'est rendu compte de la gravité extrême de la situation, des blessures très sérieuses à la tête, au cerveau. Il a tenté un combat désespéré sur le tarmac même. Il dira plus tard « Je ne suis pas croyant, mais à cet instant, j'ai senti son âme le quitter ». Le casque jaune de Senna sera incinéré des années plus tard en présence de quelques membres de sa famille. La mort de Senna servira d'électrochoc et de nombreuses améliorations seront apportées au niveau de la sécurité, que ce soit sur les circuits, sur les voitures, sur les casques, sur les équipements des pilotes ou dans les procédures médicales. Jamais depuis le Grand Prix de Belgique 1960, où Chris Bristow et Alan Stacey avaient trouvé la mort, 2 pilotes n'avaient perdu la vie lors d'un même week-end de course. Ayrton Senna a laissé une empreinte indélébile, marquant tant de générations de pilotes. Michael Schumacher a vu mourir Senna devant lui, le privant d'un adversaire qui aurait sans doute encore donné un autre éclat à sa carrière. Michael Schumacher, en 2000, à Monza, au Grand Prix d'Italie, s'impose au volant d'une Ferrari. Il est ravi de gagner chez lui devant les tifosi. Et puis, dans la conférence de presse qui suit, on lui fait remarquer qu'il égale le nombre de victoires d'Ayrton Senna, l'indestructible pilote allemand éclate en sanglots.